Alors Gérald, vous êtes professeur de sociologie à Paris Diderot. Et je peux vous assurer que quand on voit les titres de Gérald Bronner, les titres académiques, les récompenses scientifiques, les récompenses grand public, c'est impressionnant. Vous faites également partie de l'Académie de médecine, vous faites aussi partie de l'Académie de technologie. Il y a quelques jours à peine, 48 heures, vous étiez avec 64 autres intellectuels à l'Élysée pour le débat national organisé par le président de la République. Invité à 17 heures, fin des débats, 3 heures, 2h30 du matin 2h30 du matin. 2h30 du matin. Avant-hier, vous avez publié votre dernier ouvrage, Déchéance de rationalité, et il y a un sous-titre, Les tribulations d'un homme de progrès dans un monde devenu fou. Alors la question est la suivante, donne-t-on aujourd'hui plus de poids à nos croyances qu'à nos connaissances? Et quand on voit votre avant-dernier ouvrage qui s'intitule L'Empire des croyances, on croit deviner la réponse déjà. Merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup Thierry Vatelet. Vous avez été la cheville ouvrière de ma venue ici. Et merci à vous de m'accueillir lors de votre congrès. En effet, je ne vous apprendrai rien en vous disant que le monde de l'entreprise, entre autres, est touché par un phénomène massif et on peut presque dire civilisationnel. C'est peut-être un des moments importants de l'histoire de l'humanité que nous sommes en train de vivre. On pourrait s'en réjouir, bien entendu, et je m'en réjouis parce que c'est une période absolument passionnante, et en même temps, c'est un peu inquiétant, évidemment. Et c'est d'ailleurs la question que j'ai posée à Monsieur le Président de la République lundi dernier. Ma question portait sur l'épidémie de crédulité qui traverse nos systèmes sociaux, et pas seulement la France, n'est-ce pas? Ce sujet que je traite depuis maintenant plus de 20 ans, n'intéressait guère les gens jadis. Faut dire, j'avais des objets un peu exotiques. Je me demandais comment les enfants abandonnaient leur croyance au Père Noël, par exemple. À partir de quand ils se rendent compte que tout cela est une mythologie? C'est à partir de 7 ans. Et donc vous voyez que même à cet âge-là, on est capable de déployer des arguments rationnels pour en fait contredire un récit qui a le monopole dans la famille. Il y a quand même un complot contre les enfants pour leur faire croire à cette mythologie. Mais enfin, en même temps, on n'a qu'une seule fois dans la vie la possibilité de vivre dans un monde totalement enchanté. Donc, je vous laisse juge de savoir s'il faut ou pas raconter cette histoire du Père Noël. Mais toujours est-il que mes travaux, j'ai observé une secte pendant 1 an de l'intérieur, etc., intéressaient plutôt mes collègues spécialistes des croyances et des religions, mais guère comme ça le grand public, et mes travaux ont été rattrapés en fait par l'actualité. Et effectivement, par cette épidémie de crédulité, qui s'incarne de bien des façons, par exemple dans l'augmentation inquiétante, massive de la méfiance envers les vaccins. Il y avait 9% de nos concitoyens en France, dans le pays de Pasteur, qui se méfiaient des vaccins au début des années 2000, ils sont maintenant près de 40%. Et sauf si vous n'avez pas consulté la presse ces derniers mois, vous aurez remarqué qu'un peu partout ressurgissent des cas de rougeole et des cas qui sont mortels, dans certains cas en particulier, pour les enfants. Donc ces croyances dont on va parler, elles sont parfois loufoques et amusantes, comme ceux qui croient que la Terre est plate, par exemple, plutôt que la Terre est ronde. Ça nous fait sourire, mais c'est une idée qui a de plus en plus de popularité, à quel point d'ailleurs qu'ils se sont réunis l'année dernière aux États-Unis en congrès international. Alors ce qui est drôle, c'est que certains d'entre eux ont tweeté « La Société de la Terre plate a des membres partout autour de la Terre ». Donc ces croyances sont parfois amusantes, bien sûr, anodines, mais parfois elles sont empoisonnées, comme le cas des anti-vaccins, comme un certain nombre de théories du complot. Vous l'avez remarqué, pour prendre un exemple de l'actualité la plus récente, les attentats qui ont frappé la Nouvelle-Zélande ont été inspirés de l'aveu même de celui qui les a perpétrés par une théorie du complot qu'on appelle le grand remplacement. Et moi j'ai lu le manifeste qu'il a écrit, 74 pages. Alors ça c'est très amusant aussi parce qu'il a été interdit ce manifeste, soi-disant on ne peut plus le retrouver sur internet, mais je peux vous assurer qu'en 2 clics vous le trouvez. Donc là c'est une des questions dont on va parler là lors de mon allocution. Et alors dans ce manifeste, quand on regarde, bien lui il écrit, et ça fait écho à l'introduction de Thierry Vatelet, il n'y a pas d'autre vérité que ce qui se trouve sur internet. Vous voyez, il y a là tout à coup un horizon qui s'ouvre, et puis tous les sondages le montrent. Nous ne croyons plus bien sûr aux politiques, nous croyons qu'ils sont globalement corrompus, nous ne croyons plus aux médias, nous nous méfions de la science, et face à notre assiette, plutôt que souhaiter bon appétit, on se dit bonne chance. Donc vous voyez qu'il y a
cette épidémie de crédulité, elle touche aussi bien des objets du quotidien que des phénomènes exotiques. C'est parce que, pour la première fois dans notre histoire, toutes les propositions intellectuelles possibles, qu'elles relèvent de la science ou d'associations pseudo-scientifiques ou que sais-je, ou du politique ou autre, toutes ces propositions, elles sont en concurrence sur le marché des idées. Auparavant, il y avait des formes de concurrence entre la connaissance et la croyance. Par exemple, à l'époque de la scolastique, une époque fort lointaine, on se posait la question de l'existence de Dieu, évidemment, et de la découverte d'un certain nombre de lois de la nature. Est-ce que les deux pouvaient être crus ensemble? À ce moment-là, on ne s'embêtait pas. On s'est dit, en fait, il y a deux formes de rationalité. Il y a la rationalité quand vous êtes chrétien, et puis la rationalité quand vous êtes philosophe. On ne disait pas scientifique à l'époque. Vous voyez, c'est une façon d'éviter la concurrence entre la croyance et la connaissance. Au XIXe siècle, par exemple, grand siècle de confrontation entre les récits, il est évident que la découverte des fossiles, de la datation des fossiles, a permis d'en savoir un peu plus sur l'ancienneté de notre Terre. Et il se trouve que la théorie de l'évolution de Darwin, en plus, a un peu contredit, c'est le moins qu'on puisse dire, certains récits religieux, en particulier l'Ancien Testament ou le Coran, si on les lit de façon littérale, évidemment. Alors il y a plusieurs possibilités. Dans ce cas de figure, quand il y a une contradiction, soit vous dites l'autre a tort, c'est ce que certains ont fait, certains continuent à faire, par exemple aux États-Unis ou dans d'autres pays, notamment dans l'islam, en disant Darwin c'est le diable et il dit n'importe quoi. Ou alors on abandonne ses croyances, on se dit bah non, moi je croyais que ce livre disait la vérité et manifestement il ne la dit pas, en tout cas pas littéralement. Alors ça, l'abandon de la croyance, ça existe, mais c'est très très rare. Ne misez pas là-dessus, hein, c'est vraiment très très rare. Et la troisième solution, qui est la plus fréquente, c'est que la croyance, la crédulité, elle trouve une ruse pour éviter cette contradiction. Alors ce qui s'est produit au XIXe siècle, par exemple, c'est de dire, non, mais attendez, en fait, ces textes religieux-là, il ne faut pas les lire littéralement, il faut les lire symboliquement. Quand on vous dit que Dieu a créé le monde en tant de jours, ce n'est pas des jours comme les jours de la semaine, ce sont des grandes périodes. Et alors du coup, on peut même trouver que dans ces textes religieux, il y a une sorte de prémonition scientifique formidable, et y voir là une garantie, une preuve de l'exactitude de ces textes. Bref, la croyance a mille ruses, ce n'est pas à moi de juger si in fine ceci est vrai ou faux. En réalité, ce qui m'intéresse, ce sont les processus intellectuels et sociaux qui vont favoriser la diffusion de la crédulité. Or, je reviens à ce que je disais, la situation est donc tout à fait extraordinaire puisqu'aujourd'hui, toutes les propositions intellectuelles peuvent être en concurrence, alors qu'auparavant, elles étaient, si vous voulez, ménagées dans certains mondes sociaux qui ne se rencontraient guère. Par exemple, les anti-vaccins existent depuis l'origine des vaccins, mais leurs argumentaires restaient confinés dans des espaces de radicalité, souvent très religieux d'ailleurs, voire ultra-écologistes de façon minoritaire. C'était surtout religieux. Et donc, les membres, mes confrères et consoeurs de l'Académie de médecine, n'avaient pas à débattre avec ces gens, et vous ne voyez pas d'ailleurs leurs arguments contestés, sauf dans certains milieux sociaux. Alors vous allez me dire, cette confrontation d'arguments, ce marché des idées ouverts, finalement, ça a quand même un peu toujours existé. C'est ce qu'on appelle le café du coin, ou le déjeuner du dimanche, n'est-ce pas, où le beau-frère, par exemple, est persuadé que les attentats du 11 septembre ont été en fait fomentés par la CIA. Et on discute. Et bien là, cette conversation de café, elle s'est en fait généralisée à l'ensemble de notre espace social. Et la meilleure façon de le représenter, c'est tout simplement de considérer le nombre d'internautes dans le monde, puisqu'effectivement, cette dérégulation massive du marché de l'information, elle a comme symptôme des tas de choses qui peuvent être très positives, hein, comme il a été dit, la disponibilité du marché de l'information, etc. Elle a comme symptôme le développement géométrique du nombre d'individus qui ont accès à Internet. Si certains d'entre vous, et je suis sûr que c'est le cas, s'intéressent à l'innovation, et notamment l'innovation technologique, et la façon dont elle se déploie dans l'espace social, vous savez que c'est assez rare qu'une innovation se développe comme ça. La plupart du temps, l'innovation se développe dans le temps sous la forme d'une courbe en S, qu'on appelle des courbes sigmoïdes, c'est-à-dire qu'elles progressent doucement au début parce qu'il faut convaincre les gens, puis très vite parce qu'il y a un effet de contagion, et les gens se parlent de cette innovation technique, puis plus lentement parce qu'il y a toujours des réfractaires ou des gens qui, en raison de leur position géographique, peuvent plus difficilement être touchés par cette innovation. Donc là, on a un phénomène tout à fait massif,
Et la conclusion, la conséquence de ce phénomène, c'est d'abord, il a été dit, la disponibilité massive de l'information. Quelque chose qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Songez qu'au début des années 2000, vous voyez sur cette courbe-là, au début finalement de la popularisation, de la démocratisation d'Internet, on a produit plus d'informations que depuis l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. En 2005, on a produit 150 exabits de données, ce qui est gigantesque. En 2010, on en avait produit 8 fois plus, etc., etc. Il y a une explosion de la disponibilité de l'information, et ceci a pour conséquence de rendre possible, contrairement à ce qu'on avait cru, parce que ce qu'on avait cru, je répète ce qui a été dit, et c'était tangible dans un rapport de l'UNESCO du début des années 2000 qui s'appelait « Vers les sociétés de la connaissance ». C'était un beau programme, grâce à Internet. Et on disait, bah oui, le niveau d'études a beaucoup augmenté, donc qu'est-ce qui manque? C'est la disponibilité de l'information. Et effectivement, c'est un bon argument, et on espérait en plus que, grâce à Internet, les gens se rencontreraient de façon virtuelle, autrement que dans leur monde social clos, et pourraient échanger des arguments. Et donc l'échange de ces arguments ferait aboutir une forme de sagesse collective et de tempérance. C'est ce qui est écrit dans ce rapport. Et là encore, vous voyez, c'est loin d'être stupide, c'est totalement faux, on est d'accord, on le sait nous, c'est facile de le dire en 2019. Mais en 2002 ou 2003, quand le rapport a été publié, c'était assez rationnel de penser comme ça. Et vous voyez, souvent, et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette conférence, la folie collective est souvent la conséquence d'un amoncellement de raisons. C'est pourquoi pour moi la crédulité, ce n'est pas du tout la bêtise. Nous sommes tous crédules. C'est simplement la disponibilité à des propositions intellectuelles qui ne sont pas, disons, totalement optimales. Et on va essayer de comprendre pourquoi ce qui est moins vrai, mais qui est vraisemblable, a plus, donc ce qui est donc moins vrai, mais qui est vraisemblable, a plus de mal, a plus de facilité, pardon, à se diffuser que ce qui est vrai, que les propositions, par exemple, de la science. Alors, l'histoire que je vais vous raconter, c'est tout simplement la rencontre d'une situation hyper contemporaine, la dérégulation du marché de l'information, et du fonctionnement très ancien de notre cerveau. C'est le croisement des deux qui fait cette situation totalement inédite. Par exemple, cette disponibilité de l'information, eh bien en fait, elle savonne la pente de ce qu'on appelle le biais de confirmation, qui est très profondément enraciné dans notre cerveau. Qu'est-ce que c'est? Le biais de confirmation, vous allez comprendre et le reconnaître vous-même en vous, puisqu'on l'a tous en nous, c'est la tendance que nous avons, lorsque nous avons une croyance, une représentation, à essayer de la tester en cherchant des éléments qui la confirment plutôt que des éléments qui l'infirment. Par exemple, selon que vous soyez de droite ou de gauche, j'espère qu'il y a les deux dans la salle pour la diversité politique, mais ne levez pas la main, je ne veux pas le savoir. Eh bien, selon que vous soyez de droite ou de gauche, vous aurez tendance à lire plutôt tel type de journal, peut-être Le Figaro, ou tel autre type de journal, peut-être, je ne sais pas, Libération, etc. Avec cette idée que le journal de l'autre camp, de toute façon, est idéologique, raconte n'importe quoi, etc. Et ceci dit, vous vous préserverez de cette façon d'un certain nombre d'arguments contradictoires qui représentent une forme de violence symbolique pour vos représentations. Et on est tous comme ça. On est tous comme ça, mais vous comprenez bien que cette possibilité de céder au biais de confirmation est directement liée au nombre d'informations disponibles sur le marché de l'information. En d'autres termes, plus il y a d'informations disponibles sur le marché, plus la possibilité que j'ai d'en trouver au moins une qui va dans le sens de mes croyances est importante. D'où le paradoxe de la crédulité informationnelle. Plus il y a d'informations disponibles, plus cela va savonner la pente d'une certaine forme de crédulité si je ne suis pas attentif et rigoureux avec ma pensée, bien entendu. C'est-à-dire nous tous, en fait. Puisque nous sommes souvent frappés de ce que Fisk et Taylor appellent une avarice cognitive. Bon, bref, on est des feignants intellectuellement, moi y compris. C'est-à-dire qu'on va vers le plus simple assez souvent, sauf quand on s'en donne la peine, bien entendu, quand on sait qu'il faut qu'on se concentre. Mais on ne peut pas se concentrer tout le temps, tous les jours, en regardant les réseaux sociaux, en allant chez le coiffeur, par exemple, etc. Notre cerveau est disponible à ce qui va l'alimenter. Et donc, dans cet océan d'informations, paradoxalement, nous allons constituer des positions d'insularité cognitive, n'est-ce pas? Alors, une autre
Une autre conséquence de cette dérégulation massive de l'information, c'est que nous pouvons tous donc proposer notre vision du monde. Il y a finalement autant d'éditorialistes en France aujourd'hui que de comptes Facebook, n'est-ce pas? Et alors, ce qui veut dire que chacun peut apporter sa version. Peut-être que d'ailleurs, je vois certains d'entre vous avec des outils qui leur permettent d'enregistrer une section de réalité, ils sont en train de le faire là maintenant, et peut-être de les verser immédiatement dans le débat public, ça ne me gêne pas du tout, hein, c'est une condition de notre vie contemporaine, alors qu'auparavant, presque personne n'avait accès au débat public et à la sphère publique. C'était les professeurs d'université comme moi, les patrons d'entreprises comme vous et certains d'entre vous, les politiques bien sûr, les journalistes, bref, ce qu'on appelait les gatekeepers en théorie de la communication. C'est pourquoi je parle de dérégulation du marché de l'information, puisque tout le monde peut avoir accès à ce marché, donner son point de vue. Et c'est assez démocratique d'une certaine façon. Les choses ne sont pas négatives en elles-mêmes, au contraire. Alors, la situation à laquelle ça aboutit, c'est celle-là. Chacun possède donc en lui un objet qui peut enregistrer le réel et le verser dans la réalité. Vous voyez, ça, c'est le même lieu entre 2005 et 2013. Et vous voyez qu'entre ces deux périodes, il s'est passé un tout petit quelque chose, n'est-ce pas? Quelque chose de massif, de révolutionnaire, tout simplement. Et vous tous, vous avez probablement dans votre poche un outil de ce type-là. Et d'ailleurs, certains s'en sont déjà servis. Alors maintenant, peut-être ça les intimide, ils se disent « Oh là, il ne faut pas que je fasse ». Non, je n'ai aucun jugement par rapport à ça. Je constate, bien entendu. Donc, nous aboutissons à cette position d'insularité cognitive. Et il n'y a pas que notre cerveau qui nous conduit à cela, c'est ce que je vous disais, c'est la rencontre entre le fonctionnement très ancien de notre cerveau et une hyper-contemporanéité du marché de l'information, puisque, vous le savez, les algorithmes amplifient le biais de confirmation. Donc non seulement il y a notre cerveau qui va chercher ça, mais en plus les algorithmes vont nous enfermer dans nous-mêmes. C'est-à-dire que si vous achetez un livre sur Amazon, comme vous le savez, les prochaines propositions commerciales qui vont vous être faites vont garder en quelque sorte une mémoire de ce que vous avez acheté et vont vous faire des propositions qui ressemblent à ce que vous avez acheté. Non pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils veulent vendre des livres. Et donc ils savent que la probabilité de chance que vous soyez tenté d'acheter un nouveau livre, elle est liée au plaisir que vous avez eu de lire le précédent. Pour Netflix, ceux qui sont abonnés, c'est exactement la même chose. Mais c'est la même chose aussi, peut-être c'est un peu moins connu, pour les réseaux sociaux, pour Facebook en particulier. Parmi tous vos amis, vos centaines d'amis, voire vos milliers, pour ceux qui ont vraiment beaucoup d'amis, vous ne pouvez pas tout voir. Donc il faut éditorialiser ce que vous allez voir sur votre ligne. Et ce que vous voyez prioritairement, ce sont les gens qui partagent vos liens, qui les likent, qui ont donc un rapport positif avec vous. Et donc grosso modo, qui pensent probablement un peu comme vous. Pourquoi? Parce que Facebook veut que vous soyez satisfait, que vous ayez envie d'y retourner. Ça ne marche pas toujours, parce que les réseaux sociaux, ça peut être très fatigant. Mais en l'occurrence, c'est ça le but de Facebook, ce n'est pas de vous enfermer dans votre bulle, n'est-ce pas, ce qu'on appelle une chambre d'écho, mais c'est la conséquence involontaire de ce que ça produit. Et puis nous, on amplifie encore une fois ça avec notre cerveau. C'est-à-dire que quand quelqu'un nous contredit trop souvent sur Facebook, on cherche la bonne occasion pour le virer de nos amis. On attend que la faute soit faite, n'est-ce pas? Et puis ceux qui likent nos posts, etc., je ne sais pas si vous avez remarqué, ils sont drôlement intelligents. Enfin, on les trouve intelligents. Donc vous voyez, tout cela sont autant évidemment de symptômes de ce que nous sommes des crédules nous-mêmes, et que ça n'a rien à voir encore une fois avec la bêtise ou le niveau d'éducation. C'est-à-dire que nous organisons autour de nous des conditions de recrutement de l'information qui, en toute probabilité, dans certaines situations, vont nous tromper. Et alors, la conséquence massive de cela, de cette dérégulation du marché de l'information, outre l'amplification du biais de confirmation, c'est que cela laisse la possibilité, comme le marché n'est plus régulé, à certains groupes minoritaires de faire valoir leur point de vue, c'est-à-dire de le rendre extrêmement visible. Il n'y a pas besoin d'être très nombreux, ça a été montré à plusieurs reprises par ce qu'on appelle les web science, pas besoin d'être très nombreux, quelques-uns, à peine une dizaine, pour rendre extrêmement populaire un point de vue, lorsqu'on est bien organisé, ou même de façon non coordonnée quand on a les mêmes valeurs. C'est en particulier pour ceux dont on a parlé tout à l'heure, les anti-vaccins. C'est vrai pour les anti-vaccins, et c'est ainsi qu'ils ont réussi par une suractivité à rendre visible leur point de vue,
Et ce point de vue qui est très technique, évidemment, quand on rentre dans la question des adjuvants aluminium, etc., quand on n'y connaît rien, qu'on est un parent inquiet, qu'on se demande est-ce que je dois faire vacciner ma fille, par exemple, contre le papillomavirus, c'est les vraies questions qui peuvent se poser. Je vais chercher sur Internet et majoritairement, je vais trouver un point de vue inquiétant. Et en plus, très bien argumenté, j'y reviendrai. Ce n'est pas que des trucs de terre plate, hein. Je veux dire, il y a des arguments très techniques qui prétendent que la science a démontré que. Nous, en tant que citoyens de base, comment voulez-vous que nous nous y retrouvions? Donc il est évident que la visibilité de certaines propositions va avoir un impact statistique sur votre acte d'achat sur ce marché de l'information. C'est comme un supermarché. Si vous avez une marque préférée, vous allez aller la chercher, même si elle est tout en bas ou tout en haut du rayonnage. Mais par contre, si vous êtes indécis, que vous n'avez pas de marque particulière, mais que vous voulez acheter du dentifrice, vous cherchez une information, eh bien il est évident que la structuration du rayonnage va avoir un impact sur votre acte d'achat. Pas sur tout le monde, mais sur le grand nombre. Et peu à peu, des argumentaires qui étaient confinés dans des espaces de radicalité essaiment dans l'espace public. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre, pas seulement pour les anti-vaccins, y compris pour toute une série de théories du complot qu'il y a 10 ou 20 ans, on aurait trouvé complètement loufoque. J'ai parlé de la théorie du grand remplacement, qui était une théorie un peu délirante, qui imagine que les élites, volontairement, je ne vous parle pas d'arguments démographiques, c'est autre chose, que les élites volontairement veulent remplacer les populations blanches par des populations venues d'Afrique. Ils ont décidé cela. Bon, là, vous voyez, on est quand même dans des récits très spectaculaires qui demandent des preuves spectaculaires. Eh bien, 25% des Français croient en cette théorie. Un quart, une personne sur 4. D'ailleurs, en toute probabilité, il y en a peut-être dans la salle, à moins que, comme je l'espère, cet échantillon ne soit pas représentatif de la population, mais bel et bien plus rationnel. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a quand même des gens qui cherchent à contredire ces groupes très organisés, que sont par exemple les conspirationnistes? Ben regardez, ça c'est les résultats des travaux d'un de mes collègues et amis, Walter Quattrocchi, en Italie. C'est de la science sociale computationnelle, mais on s'en moque. Qu'est-ce qu'ils font, hein? C'est pas très dur à comprendre, le graphique a l'air très compliqué, mais en réalité, ils cherchent simplement, ça se passe sur Facebook, les liens, les échanges d'informations qu'il y a entre des individus qui, dans ce cas de figure, sont en controverse. C'est une controverse autour d'une question scientifique, et il y a les conspirationnistes qui croient qu'il y a un complot, qu'on essaye de les tromper, et ceux qui défendent la science. Les conspirationnistes sont en bleu, et ceux qui défendent la science sont en rouge. Il y a deux choses qu'on voit. C'est que d'une part, ces gens-là ne se parlent pas tellement. Ils se parlent entre eux. Les conspirationnistes parlent aux conspirationnistes, les rationalistes parlent aux rationalistes. Et on sait que cela crée un effet de eux, nous, n'est-ce pas? Et donc un effet de polarisation, de détestation, de stéréotypification de l'autre, à chaque fois qu'on est dans des groupes de type homogène et qu'on parle d'un autre groupe dont on imagine qu'il est homogène. Donc premier élément, sont des effets de polarisation, de haine collective, qui peuvent y compris chez les rationalistes, hein, dont je me sens évidemment plus proche. Et puis il y a quelque chose d'autre qui peut paraître relativement inquiétant, c'est que les conspirationnistes en bleu, vous le voyez évidemment, laissent 3 fois plus de traces que les rationalistes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont 3 fois plus nombreux, ils sont 3 fois plus actifs. En d'autres termes, la conséquence de cela, ça ne veut pas dire qu'ils sont très nombreux, encore une fois. La raison plutôt de cela, c'est notre apathie à tous. On laisse faire en réalité. Et comme nous le savons depuis John Stuart Mill, la tyrannie, c'est toujours profiter de l'apathie des gens de bien et de raison. Elle n'a besoin de rien d'autre pour s'imposer. Et donc, ça, c'est l'effet de ce qu'on appelle la tyrannie des minorités. Des minorités très actives, mais après tout, elles ont bien le droit de s'exprimer. Elles ont le droit de contester telle version officielle des attentats ou même d'être contre le vaccin, on est en démocratie. Pourquoi pas? Le problème, c'est qui leur répond? Eh bien, presque personne. Parce qu'il n'y a que des coups à prendre. N'est-ce pas? Et puis, il faut consacrer beaucoup de temps à ça. Puis, on ne connaît pas bien les questions, ce sont des questions techniques, il faut beaucoup s'investir, et puis on a autre chose à faire. Mais la conséquence, c'est que quand vous utilisez le moteur de recherche Google, qui est monopolistique quasiment en France, hein, plus de 90% ou 95% des recherches, et que vous tapez quelques mots-clés, je l'ai fait, je ne sais pas, astrologie, monstre du Loch Ness, crop circle, c'est les grands cercles dans les champs de blé, dont certains disent que ce sont des pistes d'atterrissage pour extraterrestres, ou psychokinèse, les pouvoirs de l'esprit, eh bien vous trouvez majoritairement des sites qui défendent la croyance
plutôt que des sites qui défendent la position de la science sur ces questions. J'ai pris ces 4 thèmes, pas parce qu'ils ne suscitent pas trop de crispation idéologique, et parce que la science, en fait, s'est intéressée bizarrement à ces 4 thèmes et a démontré qu'ils étaient sans fondement et les uns et les autres. Alors, là encore, ça n'a pas beaucoup d'importance si vous avez une croyance radicale que A est vrai ou que A est faux. C'est-à-dire si vous croyez très fort en l'astrologie ou que vous n'y croyez pas, la structuration du marché de l'information va peu vous impacter. Mais en revanche, si vous êtes indécis, et ça nous avons pu le montrer avec une équipe lorsque j'étais professeur à Strasbourg, je suis maintenant à Paris 7, donc ça date d'il y a quelques années, effectivement l'indécision, sans surprise, se laisse beaucoup plus imprégnée de la structuration du marché de l'information. Et cette indécision, elle est généralisée parmi nos concitoyens sur toutes sortes de sujets qui sont très techniques. Des sujets économiques, par exemple l'ISF, je ne sais pas, est-ce qu'il faut ou pas la dette? Est-ce qu'il faut absorber la dette, ou au contraire faire une politique de la relance? Ce sont des questions très techniques, il faut être un peu économiste pour avoir un avis éclairé. Ou l'innovation technologique, les OGM, le glyphosate, les vaccins, les ondes, est-ce que c'est dangereux de vivre près d'une antenne relais? Et le compteur Linky, est-ce que je dois l'accepter de le laisser poser? Etc., etc., etc. Il y a ce que je sais vraiment tient dans le creux de ma main. Mais le problème, c'est que se développe sans cesse dans la société une impression de savoir, en raison de cette disponibilité de l'information. Or, l'impression de savoir est beaucoup plus dangereuse pour la connaissance que l'ignorance. Et voilà le problème. Et donc, ce que l'on pourrait se dire aussi, c'est que, peu importe finalement, ok, bon, ils ont gagné la première bataille, les crédules. Ils arrivent à faire valoir leur point de vue, ils imprègnent le marché de l'information, d'accord, mais d'un autre côté, il suffit de lire leurs argumentaires pour voir que ça ne tient pas. C'est-à-dire dans la concurrence généralisée. La question qui se pose, et c'est la question que m'avait posée Denis Kessler à l'Académie des sciences morales et politiques, il m'avait dit, mais dans le fond, d'accord, mais soyons optimistes, le marché va bien faire les choses. À un moment donné, c'est peut-être bien cette concurrence généralisée, parce que ce qui va s'imposer, c'est le meilleur produit au bout d'un moment. C'est ça la loi du marché. Et je lui ai répondu la chose suivante. Peut-être, mais êtes-vous bien certain que le meilleur produit, du point de vue des lois du marché, ça soit le produit le mieux argumenté? Ne craignez-vous pas que le meilleur produit, ça soit celui qui apporte le plus de satisfaction intellectuelle à celui qui l'endosse? Parce que ce n'est pas du tout la même chose. Et je crains malheureusement que ce soit la deuxième option qui soit vraie. Et en tout cas, c'est celle qui s'impose à court terme, n'est-ce pas? Et d'autant plus que ces gens dont on parle, ils ont des arguments, ils ont beaucoup d'arguments. À l'époque où ces croyances existaient, parce qu'elles ont toujours existé, théorie du complot, il y en a toujours eu par exemple, mais souvent, elles se déployaient dans ce que j'appelle le marché noir de l'information, c'est-à-dire par le bouche à oreille. C'était rarement imprimé, en tout cas les journalistes n'en parlaient pas, par exemple pour les anti-vaccins, c'était dans des petits fanzines, ça avait une diffusion très faible, et puis souvent, donc, c'était par le bouche à oreille. Et il y avait un gros problème pour ces croyances, parce que par le bouche à oreille, on peut mémoriser peu d'informations. 7 items, plus ou moins 2, selon le célèbre papier de Miller dans les années 50. Donc notre mémoire à court terme, elle est un peu limitée. Ce qui veut dire que ce qui se transmet comme produit cognitif, comme produit intellectuel par le bouche à oreille, peut être faiblement argumenté, et donc moins compétitif sur le marché de l'information. Il y a un autre exemple, c'est les blagues. Ça se diffuse aussi par le bouche à oreille, et vous aurez remarqué que les blagues, elles sont très courtes, avec une fin spectaculaire, et puis elles sont fondées souvent sur des stéréotypes. La blonde, le belge, etc., etc., le fou. Et ce sont ces stéréotypes qui nous aident à les mémoriser. Donc c'est exactement le cas pour les rumeurs, les légendes urbaines, les théories du complot. C'était des tout petits bouts de trucs qui étaient finalement peu convaincants. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à ce que j'appelle des millefeuilles argumentatifs, c'est-à-dire des citadelles quasi imprenables d'arguments qui s'accumulent les uns après les autres et auxquels on ne peut pas tous répondre. Par exemple, pour les attentats de Charlie Hebdo, vous vous en souvenez peut-être, il y a eu un développement massif des théories du complot, le jour même. Et je me suis amusé, si on peut dire, parce que c'est un travail de chien, j'ai compté un à un les nouveaux arguments qui apparaissaient dans le débat public, sur Twitter, Facebook, etc. Donc il faut un peu faire de la recherche pour ça. Et voilà ce que ça donne, jour après jour. Le premier jour, le 7 janvier, il y avait déjà 26 arguments disponibles en faveur des théories du complot. 4 jours après, il y avait plus de 100 arguments disponibles en faveur des théories du complot. C'est ça que j'appelle un millefeuille argumentatif. Quels étaient ces arguments? Par exemple, François Hollande serait soi-disant arrivé trop tôt
sur les lieux. Il aurait mis moins de 20 minutes, ça veut dire qu'il était au courant avant. C'est quand même une sacrée bévue. Hein. Ils organisent un attentat sous faux drapeau, et ils se précipitent. Voilà. Ce genre d'argument, mais vous voyez, ce n'est pas un argument totalement irrationnel. C'est vrai que s'il arrivait trop tôt sur les lieux, c'est étrange, c'est suspect. Et peu à peu, qu'est-ce que ça provoque? Ça ne provoque pas la croyance en tous ces arguments. Ça provoque quelque chose de tout à fait spécial, c'est-à-dire le doute. Il y a toute une série de nos concitoyens qui vont se dire ouais, c'est vrai que c'est bizarre quand même. Surtout s'ils n'ont pas la contre-argumentation en face. Ils vont se dire bah oui, pourquoi ils ont oublié leur carte d'identité dans la voiture? Pourquoi la couleur des rétroviseurs a changé, etc., etc. 150 arguments. Là, je me suis arrêté, mais ça va jusqu'à 150 arguments. Et donc, ça crée une impression de possibilité. Ça ouvre des portes mentales. Et puis le deuxième effet, c'est que ça crée une intimidation intellectuelle. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment apporter la contradiction, 150 arguments, il va falloir y consacrer 24 heures de votre temps chaque jour. Et c'est pareil pour les anti-vaccins, c'est pareil pour tous les sujets dont on a parlé. Eux, ils ont que ça à faire, c'est leur motivation, c'est leur identité. Ils ont peut-être un travail par ailleurs, pas toujours d'ailleurs, hein, notamment pour les conspirationnistes, mais peu importe, ils font ça à plein temps, c'est un hobby, comme nous tous, nous avons des hobbies. Est-ce que nous sommes OK pour consacrer notre temps libre à faire ça? Ben, je ne connais pas beaucoup de gens qui sont d'accord pour le faire, mais il va falloir le faire quand même, chers amis. C'est la grande aventure de notre époque. C'est maintenant que notre aventure se joue aussi. Parce qu'il y a un espace de possible. La démocratie, elle a plusieurs visages. Ça peut être la démocratie des crédules, ça peut être la démocratie éclairée, la démocratie de la connaissance. On n'a pas encore perdu. Mais pour l'instant, si on ne se bat pas, et je ne connais pas de combats qui peuvent se gagner sans se battre, hein, par définition. Donc il va falloir quand même remonter les manches et prendre ça au sérieux, d'autant qu'un article récent de la revue Science a montré que les fausses informations se diffusaient 6 fois plus vite que les vraies, sur Twitter en particulier. 6 fois plus vite. Donc vous voyez, quand on parle de concurrence entre les propositions de la crédulité sont plus véloces que celles de la rationalité. Et par ailleurs, 2 collègues belges viennent de montrer qu'elles sont en plus mieux mémorisées que celles de la rationalité. Donc vous voyez qu'elles ont un avantage concurrentiel tout à fait important. Et pourquoi, en plus de ces millefeuilles argumentatifs, ont-elles un avantage concurrentiel? Eh bien, le revoilà venu notre satané cerveau. C'est parce que certaines propositions nous semblent vraies, nous semblent encore une fois vraisemblables, même si elles ne sont pas vraies. Et c'est ce qui a été dit tout à l'heure, et ce qui avait déjà été vu par l'excellent Tocqueville, n'est-ce pas? Et il avait déjà prévu finalement les résultats de cet article du mois de mai 2018. Hein, les mauvaises nouvelles, une idée fausse peut aller beaucoup plus vite et plus loin qu'une idée vraie. Et donc une autre raison pour cela, et ça Tocqueville ne pouvait pas le savoir parce que c'est la science, notamment vers les années 70-80 du XXe siècle, qui s'est développée et qui a permis de produire une cartographie de l'erreur systématique de notre cerveau. Parce que notre cerveau, c'est un outil formidable, mais il nous trompe systématiquement dans certains cas. Par exemple, le meilleur exemple peut-être pour commencer, c'est celui des illusions d'optique. Vous voyez, là, la case A et B sont de la même couleur, mais vous ne la voyez pas de la même couleur. Moi non plus, hein, rassurez-vous. Pourquoi? Vous voyez, ça veut dire qu'une information traitée dans un certain contexte va vous tromper systématiquement. C'est le contexte de l'information qui vous trompe, parce que si je fais disparaître ce contexte, vous voyez que les cases A et B sont de la même couleur. Et si je fais réapparaître le contexte, vous n'arrivez plus à voir qu'elles sont de la même couleur. Alors évidemment, vous pourriez vous dire que je bidouille, mais je vous assure que ce sont bien les mêmes cases, n'est-ce pas? Alors, pour vous montrer combien les illusions d'optique peuvent même sortir du cadre de l'écran en quelque sorte, je vais vous demander, si vous le voulez bien, hein, de vous prêter à ce petit jeu. Fixez la croix au milieu de l'écran. Voyez, fixez la croix. Ça dure une petite minute, hein, je vous demande un peu de patience. Vous avez l'impression qu'elle change de taille, n'est-ce pas, cette croix, hein, continuez à la fixer, c'est normal, elle change de taille. C'est pas ça l'illusion. Donc fixez de façon obstinée cette croix. Bon, sauf peut-être ceux qui sont épileptiques, je ne sais pas. Hein, je ne voudrais pas qu'il y ait d'accident dans la salle. Et vous serez récompensé de cet effort
de m'avoir accordé cette attention. Ça dure plus très longtemps maintenant. Voilà, continuez à fixer cette croix qui grandit. Et à mon signal, regardez autour de vous. Voyez, normalement, vous devriez voir des vaguelettes dans le réel. C'est-à-dire que l'illusion est sortie du cadre. Puis il y a un deuxième effet que vous devriez voir maintenant, c'est que c'est terminé. Donc 2 informations. Notre cerveau peut être vraiment trompé systématiquement, et cette illusion peut sortir du cadre de l'amusement. Mais par ailleurs, vous avez vu, ce qui est formidable, c'est qu'il y a une forme de résilience cognitive. Notre cerveau arrive à rétablir la réalité. Quand on change de cadre, il se dit « non, en fait, non, c'est plus bon ». Donc il y a à la fois toutes les raisons de craindre le fonctionnement de notre cerveau et toutes les raisons d'espérer, parce qu'il y a dans notre cerveau aussi les ressources, n'est-ce pas, pour se défaire. Alors malheureusement, il n'y a pas que des illusions d'optique, sinon on ne serait pas confronté à ces épidémies de crédulité. Il y a des illusions cognitives qu'on appelle des biais cognitifs. Et alors, parce que je sais qu'on est entre midi et 2, je ne veux pas trop vous fatiguer, ça peut être très épuisant. Je vais quand même vous donner un exemple d'illusion mentale, de biais cognitif, et c'est la plus simple que je connaisse. D'ailleurs, peut-être elle est très connue, vous la connaîtrez peut-être, donc bon, laissez les autres jouer, ne donnez pas la réponse trop vite, gardez-la dans votre esprit. C'est un problème donc assez simple, le voici. Le plus simple que je connaisse. Une batte de baseball et une balle, ensemble, valent 110 €. C'est le prix des deux. La batte coûte 100 € de plus que la balle. Donc combien coûte la balle? Là, normalement, vous devriez vous dire, vous avez vu, je suis un peu un mentaliste, je peux prédire, vous devriez vous dire, il ne faut pas que je dise 10 €. Ouais, c'est à peu près ça. Et là aussi, 2 informations intéressantes. Premièrement, votre intuition vous a dit que c'était 10 €, c'est-à-dire qu'une partie de votre cerveau a dit 10 €, et vous avez conscience que dans le contexte social où nous nous trouvons, Bronner va essayer de vous tromper. Et donc, vous vous dites, il ne m'aura pas, je ne répondrai pas 10 €, n'est-ce pas? Et donc là aussi, c'est la formidable démonstration que nous pouvons rétro-juger sur nos intuitions. Ça ne veut pas dire que les intuitions vont disparaître, elles ne disparaîtront jamais, ces illusions cognitives, mais par contre, on peut apprendre à reconnaître la structure de la situation où il faut se méfier. Et c'est exactement à cela que je voudrais aboutir par mes travaux, par ces conférences, par le livre qui a été évoqué, Déchéance de rationalité. C'est un peu un manuel aussi d'hygiène mentale. Encore une fois, ces illusions, elles ne disparaîtront pas. C'est notre cerveau qui est comme ça. Mais par contre, à force d'exercice, nous pouvons reconnaître les situations où ça vaut le coup d'investir de l'énergie mentale pour dire c'est pas 10 €. Ça ne peut pas être 10 €, bien sûr, puisque la batte, je l'ai dit, elle coûte 100 € de plus que la balle. Donc si la balle valait 10 €, ça veut dire que la batte, elle vaut 110 €. 110 plus 10, ça fait 120, c'est pas bon. La bonne réponse, c'est 5 €. 5 €, bah oui, du coup la batte vaut 105 €. 105 plus 5 égale 110. C'est d'un niveau de mathématiques de cours élémentaire. Et donc vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec l'intelligence. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bien sûr que je sais que vous savez tous résoudre une équation à une inconnue de ce genre. Si je vous avais donné du papier pour tirer l'équation, vous l'auriez trouvé très rapidement la réponse. Mais seulement voilà, je vous en ai privé pour des raisons pédagogiques de ma conférence et pour vous faire toucher du bout du cerveau l'existence de ces biais cognitifs. Cela existe. Et puis évidemment, ces biais, ils peuvent s'incarner dans des récits sociaux, dans des croyances, parce que là, c'est un peu abstrait, mais par exemple, si je vous dis la plupart des femmes intelligentes sont mariées avec des hommes moins intelligents qu'elles. C'est vrai, hein, ce que je vous dis, c'est vrai, c'est une réalité statistique, c'est tout à fait vrai. Eh bien, immédiatement, si je vous demande, à votre avis, pourquoi, vous allez avoir des hypothèses. Ah oui, je ne sais pas, les femmes, elles intègrent, donc elles se sous-estiment, je ne sais pas, un truc comme ça. C'est peut-être vrai partiellement, hein, mais non, ce n'est pas ça la réponse. Donc vous voyez, il y a un récit. La réponse, c'est que les femmes très intelligentes, c'est très rare. Mais j'ajoute immédiatement que les hommes très intelligents, c'est très rare aussi.
Donc l'extrême intelligence est tout simplement très rare. Ce qui veut dire que si dans l'urne de l'amour, je suis très intelligent, femme ou homme, et que je tire au hasard une personne, la probabilité de chance qu'elle soit moins intelligente que moi est très forte. C'est ce qu'on appelle la régression vers la moyenne. Et voilà quelque chose qu'on oublie systématiquement. Si je vous avais dit l'inverse, les hommes très intelligents ont tendance à se marier avec des femmes moins intelligentes qu'elles, vous auriez eu d'autres théories. Ah oui, parce que la femme est un faire-valoir, on voit bien, enfin oui, tout ça d'ailleurs est peut-être partiellement vrai, ce n'est pas la question. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a derrière cela un socle cognitif qui nous trompe. Et pour terminer tout à fait, je vais vous donner un dernier exemple. Ça, c'est des collègues très prestigieux, Amos Tversky et Daniel Kahneman, qui ont mis au point ce petit test. Daniel Kahneman est prix Nobel d'économie en 2002. Et donc voilà, il pose ce problème. Alors là, il n'y a pas de bonne réponse, hein, ce n'est pas la peine de vous casser la tête, je vous demande juste de considérer, supposons, c'est ce qu'on appelle un exercice d'esprit, supposons que 600 personnes ont été exposées à une maladie mortelle. Vous devez choisir entre deux options, c'est un dilemme. Soit vous sauvez 200 personnes, soit vous avez 33% de chance de sauver tout le monde et 66% de chance de sauver personne. Il n'y a pas de bonne réponse. Si vous faites un bref calcul d'espérance mathématique, vous voyez que les deux situations sont équivalentes. Mais quand même, ce n'est pas tout à fait le même choix. Alors, supposons que dans une expérimentation, j'ai pris la moitié de la salle. L'autre attendait dans le couloir et je leur ai proposé ce problème. Et à l'autre moitié de la salle, parce que c'est ce qu'ils ont fait, ces psychologues, j'aurais posé ce deuxième problème. Supposons que 600 personnes ont été exposées à une maladie mortelle. Vous devez choisir entre deux options. Vous laissez mourir 400 personnes, mais 200 survivent. Il y a 66% de chances que tout le monde meure, mais 33% de chances que tous survivent. Alors comme je n'ai pas du tout travaillé dans les conditions expérimentales, vous dites tout de suite, mais c'est exactement la même chose. Hein. Oui, c'est évidemment le même problème, mais présenté d'une façon différente. D'ailleurs, pour qu'on en soit sûr, je vous ai remis les deux problèmes. Bien sûr que c'est la même chose. Mais quand je vous ai dit que le contexte de traitement de l'information pouvait influencer nos réponses psychiques massivement, voilà où je veux en venir, et c'est là-dessus que je conclurai. Dans le premier problème, le groupe test a choisi dans 72% des cas la première option. Sauver les 200 personnes à coup sûr et du coup laisser mourir 400 personnes, mais ce n'était pas indiqué, c'était juste sauver 200 personnes. Et dans la deuxième présentation du problème, 78% des personnes ont préféré l'option 2. Voilà, si je vous ai donné ce dernier problème, il y en a des centaines d'autres évidemment, c'est pour vous convaincre combien la configuration de l'information, l'activité de certaines minorités, donc très, très volontaires et très motivées à faire valoir leur point de vue, plus le fonctionnement de notre cerveau, tout cela se marie pour aboutir à une situation un peu inquiétante, effectivement, d'une épidémie de crédulité, mais comme je crois que l'histoire n'est jamais faite, et je le redis, je pense qu'il y a une arborescence de possibles, je pense que c'est vraiment notre grande aventure, c'est notre aventure à nous, et c'est à nous de voir si nous voulons la mener jusqu'à son terme. Je vous remercie. Gérald Bronner. Y a-t-il, mesdames et messieurs, des questions? Je repose ma question calmement. Y a-t-il des questions? Merci d'être là. Je vous en prie, simplement, s'il est possible d'avoir un micro, je vous en donne un tout de suite. Le voici. Oh, je vous en prie. Merci beaucoup. Si j'ai bien compris, la seule solution, c'est l'éducation, c'est l'instruction. C'est la solution, en tout cas la moins liberticide, puisque dans le fond, on est confronté à un problème de dérégulation du marché de l'information, donc l'enjeu c'est de réguler ce marché sans que ça soit liberticide. Sinon on interdit, on censure, c'est une possibilité, certains le font. En Chine et en Iran, ils n'hésitent pas à le faire par exemple, mais nous autres, nous vivons en démocratie et nous n'aimons pas tellement cette option. Il est évident que l'éducation, par exemple l'éducation au biais cognitif, tout le long du temps éducatif, c'est envisager une révolution pédagogique véritablement. Alors, si vous faites l'amitié de lire mon dernier livre, là, Déchéance de rationalité, justement, je vous explique les rapports que j'ai eus avec Jean-Michel Blanquer, parce que je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Alors, je ne vais pas spoiler, comme on dit aujourd'hui, je ne vous raconte pas ce qui s'est passé, mais ça ne se termine pas forcément bien, pour l'instant en tout cas.
Je crois qu'il y a une révolution pédagogique à faire tout à fait. Mais il y a d'autres options. Il n'y a pas que ça. Et il ne faut pas faire que ça. Parce que ça, c'est quand même un travail à long et moyen terme, en attendant que les citoyens résistent un peu mieux à ces tentations mentales. Il y a une question de régulation, par exemple, d'ordre d'apparition de l'information. On peut changer les algorithmes pour mettre un peu plus de normativité, de morale dans ces algorithmes. Par exemple, Amazon, récemment, vient d'être largement critiqué à juste titre parce qu'il a mis sur le devant dans ses suggestions un livre conspirationniste. Et en France, des livres anti-vaccins. Pourquoi ils ont fait ça? C'est très simple. C'est parce que l'algorithme d'Amazon détecte les préventes, les précommandes, avant que le livre soit disponible. Or, pour des raisons de minorité active que j'ai mentionnées, il y a eu beaucoup de précommandes sur certains thèmes, par exemple les anti-vaccins, les théories conspirationnistes, sachant qu'en plus ces livres ne sont pas toujours disponibles en librairie, donc les gens se précipitent, ceux qui croient, sont crédules, se précipitent sur ces livres dès qu'ils apparaissent en prévente. Et du coup ça trompe l'algorithme. L'algorithme se dit « Ah, ça va être un gros succès de librairie, donc il faut le mettre en avant ». Et vous voyez, ça c'est pas difficile à modifier. Il y a possibilité d'injecter un peu plus de rationalité dans ces algorithmes. Et je crois que ce n'est pas tout à fait normal que quand on tape vaccin, par exemple, ou des thèmes comme ça sur Google, dans les 30 premiers sites, vous ayez 60 à 70% de... Voilà. Donc c'est une façon... Je ne dis pas qu'il faut faire disparaître ces propositions intellectuelles, mais on n'est peut-être pas obligé de les mettre en tête de gondole. Donc ça, ce sont les grands opérateurs du net en négociation avec les politiques, ou des instances internationales comme l'ONU, hein, ou la Commission européenne, ils travaillent beaucoup sur ces questions. Il y a un rapport de force à instaurer, et puis je crois que ces grands opérateurs du net, ils y ont un intérêt pour leur image aussi. Hein. Donc, attendons de voir ce qui va se passer, mais c'est d'autres options. Autre question. Oui, là-bas tout au-dessus. Pardon. Voilà, là-bas tout au-dessus. Levez bien votre main. Merci beaucoup. Votre prénom, votre nom, votre question, merci. Bonjour, Christophe Géin, Liomat. Comment vous voyez l'ingérence de l'intelligence artificielle dans l'information? Puisqu'on voit qu'il y a maintenant des bots qui sont capables de générer des articles tout seuls sur le sport, des trucs assez simples pour l'instant. On peut imaginer que des groupes actifs définissent des bots qui répondent à des posts en argumentant, et là on aurait une explosion des arguments. Et est-ce qu'on peut au contraire avoir des contre-bots qui prendraient le contre-pied de toutes les théories conspirationnelles, et comment ça va exploser le nombre d'informations? C'est pas le futur, c'est le présent là, que vous êtes en train de décrire en fait. Il y a déjà alors pour le meilleur et pour le pire, il y a des bots malveillants. On sait qu'il y a une activité particulière. Gérald, qu'est-ce qu'un bot pour tout le monde? Un bot, c'est une intelligence artificielle. En fait, ce sont des lignes de programme c'est des robots qui parcourent la toile, si vous voulez, donc qui interviennent, qui diffusent de l'information, qui bloquent, qui contredisent. Voilà. On sait très bien faire ça maintenant, et ça va dans les 10-15 prochaines années, on arrivera à faire des bots qui simuleront de très près le langage humain et surtout l'intervention, parce que pour l'instant, c'est comme ça qu'on arrive à les détecter. Il y a plusieurs papiers qui ont montré qu'il y avait vraiment une activité de la Russie, par exemple, à l'endroit des dernières élections présidentielles, qui ont diffusé un certain nombre de fake news sur Emmanuel Macron. C'était Emmanuel Macron la cible. C'est pour ça qu'il y a cette loi, je pense que ça l'a un peu marqué, cette histoire, même si l'équipe s'est assez bien autour d'Emmanuel Macron, s'est assez bien débrouillée pour éviter le pire. Mais alors je ne dis pas que c'était le gouvernement russe, hein, ça on ne peut pas le dire, mais par contre on sait localiser ces bots malveillants. Et par ailleurs, on sait que ce sont des bots parce qu'ils ont une activité, ils laissent une trace d'activité mathématique qui ne correspond pas à une trace d'activité humaine. Alors bien sûr, maintenant ça ne sera plus le cas. Je veux dire, maintenant ils ont intégré le truc, donc, mais en tout cas on a pu les détecter comme ça, on a d'autres moyens de les détecter. Et puis à l'inverse, l'intelligence artificielle est aussi utilisée pour détecter les fake news. Donc par exemple, on a des IA, des intelligences artificielles qui arrivent à détecter à 80% les fake news avec un test de fiabilité de 80%. Mais ça peut sembler pas mal, mais c'est très très insuffisant en fait, parce que 80%, ça veut dire que vous avez un taux de faux positifs très important. Parce que quand même la fake news, parmi toutes les informations, le prix de la pizza, l'horaire du cinéma, etc., elle est quand même assez rare finalement, dans l'ensemble des informations. Et donc quand vous avez une rareté statistique, si vous avez un test aussi faible, vous avez un taux de faux positifs qui est tout à fait alarmant. Et du coup, ça pourrait être liberticide, parce que la régulation sur la base de ces IA pourrait vraiment poser problème. Mais on n'en est qu'au début de l'histoire. Il est évident que les IA vont être d'une grande utilité et puis vont pouvoir créer aussi de la dévastation, comme toute technologie en réalité. Donc peut-être qu'il va falloir encadrer ça par des lois internationales aussi. Et puis enfin, les IA pourraient nous servir, comme vous voyez, on a des prothèses. J'ai des prothèses visuelles, malheureusement la nature m'a frappé génétiquement.
Et puis on a tous besoin d'autres types de prothèses. Et finalement, les IA pourraient nous servir de prothèses cognitives, c'est-à-dire nous alerter, parce que ça demande de l'énergie mentale, nous alerter quand nous sommes susceptibles de commettre des erreurs. Et là aussi, ce n'est pas le futur, c'est déjà le cas dans l'activité diagnostique en médecine, n'est-ce pas? Donc ce sont des prothèses cognitives. Je crois qu'il ne faut pas en avoir peur ou au contraire les adorer comme des totems. Il faut avoir, excusez-moi de répéter souvent ce mot, une position rationnelle par rapport à ces propositions, c'est-à-dire peser le pour, le contre, les conséquences possibles envisageables dans l'état de la connaissance et puis essayer d'en tirer le meilleur. Et là, encore une fois, c'est au travail du politique d'agir. Question encore. Oui, Hervé Rébolo, juste ici, si c'est possible. Merci beaucoup. Merci. Une question, alors j'ai bien compris, on est cerné par les cons et par les méchants. Deuxième point, moi je suis un berrichon, j'ai pas du tout l'intention, comme vous l'avez dit, de m'en occuper, je laisse faire les autres. La question c'est, est-ce que la résistance s'organise et qui l'organise? Puisqu'après tout, il y a des groupes activistes, on peut penser qu'en face, il y a des contre-activistes. Oui, alors, vous me donnez l'occasion de préciser. Non, je ne pense pas du tout que ce soit des cons et des méchants, hein, les gens dont on parle. Encore une fois, parce que c'est une façon, disons, du coup, de caractériser les autres et de ne plus entrer en débat. Je pense qu'ils ont des raisons de croire ce qu'ils croient. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. La défense de la rationalité, ce n'est pas de donner raison à tout le monde, évidemment, mais ce n'est pas non plus d'oublier les raisons des gens. Donc, ceci dit, une petite précision, je pense qu'on est d'accord. Effectivement, il y a une résistance qui s'organise, il n'y a pas d'action sans réaction hein, dans l'espace social. Et un des aspects positifs, c'est que ça a réactivé toute une série de réseaux qui étaient moribonds, on va dire, et de rationalistes. Il y avait l'Union rationaliste, mais moi j'ai reçu le prix de l'Union rationaliste, et je ne veux pas leur faire offense, mais donc la moyenne d'âge est quand même assez avancée. Et on a donc une revitalisation, c'est important que les jeunes s'inscrivent dans ces combats, et notamment, y compris sur YouTube, par exemple, il y a des chaînes absolument formidables de diffusion de la connaissance scientifique. Je pense à Dirty Biology, par exemple, ou Hygiène mentale. Ce n'est pas forcément des gens qui ont une formation scientifique. Simplement, ils essayent de s'appliquer à penser méthodiquement, et ils font un travail qui est tout à fait remarquable de vulgarisation, d'excitation de la pensée critique. Il y a une formidable revue qui s'appelle Science et Pseudosciences, de l'Association française de l'information scientifique, que vraiment je vous conseille de consulter sur toute une série de travaux. Et oui, même les académies, je suis membre de 2 académies, même les académies qui sont des institutions là aussi, disons, parfois un peu âgées, eh bien même les académies réagissent maintenant, elles ont des sites beaucoup mieux faits, très informatifs sur la question des vaccins. Par exemple, vous pouvez télécharger des dossiers très pédagogiques, très bien faits, mais très précis scientifiquement, sur les adjuvants à l'aluminium, à l'académie par exemple de pharmacie ou l'académie de médecine. Donc oui, ça s'organise, mais pour être tout à fait honnête, c'est un peu, comment dirais-je, Léonidas et les Spartiates contre l'armée de Xerxès, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même à 1 contre 1000, hein, donc ça s'organise, mais on est dans les Thermopyles, là, on n'est pas dans la Grande Plaine. Question encore. Oui, ici, monsieur, je vous en prie. Parlez bien dans le micro. Pourquoi très peu de scientifiques, sociologues, neuroscientifiques collaborent avec des philosophes pour organiser ce contre-pouvoir? C'est une bonne question. D'abord, il faudrait établir le fait. Je ne sais pas s'il y en a vraiment très peu. Je pense que moi, je travaille avec des philosophes. On se réunit, mais le problème, c'est comment on travaille ensemble. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, alors là, c'est pas très glorieux pour nous, mais il y a un moment donné, on a tellement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je ne veux pas faire ça, on a tellement d'activités. Moi, je gère des doctorants, par exemple, je suis dans des comités de rédaction de revues où j'expertise des articles de sociologie très ennuyeux, mais ça fait partie de ma fonction, etc., etc. Et donc, le temps d'organisation, de coordination, c'est pas évident, mais pour les coordinations que je vois apparaître, parce qu'on se réunit quand même de temps en temps en se disant qu'est-ce qu'on peut faire, eh ben, c'est très pluridisciplinaire, si ça peut vous rassurer. Et il y a des philosophes. Les philosophes sont les bienvenus, bien sûr. Il y a des historiens, il y a des gens de sciences dures. C'est vrai qu'avant, les gens de sciences dures, dont je ne fais pas partie, moi, on me classe dans les sciences molles, et c'est OK. Les gens de sciences dures ont mis beaucoup plus de temps que les autres à réagir.
C'est-à-dire qu'ils se sentaient dans une citadelle protégée, ils disaient on ne va pas prendre du temps à répondre à ces fadaises, etc. Puis même ça pouvait leur nuire dans leur carrière. Si vous étiez astronome et que vous passiez du temps à contredire des astrologues, on vous dit mais t'as que ça à faire, ou voilà, donc ça veut dire que t'es pas vraiment sérieux. Ça a beaucoup changé aujourd'hui, mais du coup ils sont partis avec un temps de retard. Là, je peux vous dire que de ce que je vois à l'Académie des sciences, l'Académie de médecine ou l'Académie des technologies, etc., ça y est, ils ont compris, ils ont bien compris, ils ne parlent plus que de ça même. Ils organisent des colloques sur colloques. Alors après, c'est bien les colloques, mais il faut aussi passer à l'action à un moment donné. C'est ça le plus dur, c'est comment coordonner un certain nombre de personnes qui sont quand même très individualistes souvent. Il faut bien le reconnaître, je me mets dans le tas, donc bon, il faut voir ce que ça va donner. Une dernière question, si vous le permettez. Voici des entrepreneurs et depuis hier matin, il apparaît que si on veut recruter, il faut absolument être présent sur la toile. Il faut dire ce que l'on fait, mais surtout dire ce que l'on est, dire ce que l'on vit, avoir une part où l'on dit le métier, on dit le travail, bien sûr, et une part aussi où on dit, les petits moments où vraiment ils sont intéressants d'être vécus ensemble. Y a-t-il un danger pour les entreprises à être sur la toile par rapport à tout le marécage que vous venez de décrire? Et si oui, comment le contrer? Il y a bien sûr un danger éventuel, mais je pense que le danger bien plus grand serait de ne pas y être, tout simplement. C'est-à-dire, vous savez, en termes de communication, pendant longtemps, la doctrine qui prévalait, à juste titre sans doute, c'était la doctrine où on va dire la jurisprudence Barbara Streisand. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'effet Streisand en communication. C'est tout simplement parce que Barbara Streisand avait porté plainte contre un journal qui avait publié les photos de sa demeure, n'est-ce pas? Et ce faisant, elle a multiplié par 100 ou 1000 le nombre de personnes qui ont vu cette photo, qui savaient du coup exactement où elle habitait, à cause de ce procès. Donc en fait, vous voyez, quelquefois, il vaut mieux ne rien dire plutôt que d'ajouter à la mousse. Mais je pense que ce temps est totalement passé. Je crois que d'une façon générale, que ce soit les entreprises ou les autres, ou n'importe quel corps constitué, a intérêt à anticiper la narration. C'est-à-dire, il a intérêt à raconter sa propre histoire, pour qu'il y ait déjà un sillon narratif de creuser avant qu'on raconte à votre place votre histoire, parce que si on prend votre destin en main, en général, c'est plutôt avec des intentions malveillantes. Peut-être sincères d'ailleurs, peut-être qu'on croit vraiment que certains d'entre vous font le mal, et peut-être que certains d'entre vous font le mal, j'en sais rien. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est que je crois en effet que, alors évidemment, ça peut apporter ce qu'on appelle des shitstorms, c'est-à-dire des attaques massives sur Internet, sur tel ou tel sujet. Mais je crois sincèrement qu'il ne faut rien laisser passer. Il ne faut pas mettre son drapeau dans la poche, sauf si vous faites vraiment des choses terribles. Mais comme je suppose, encore une fois, il y en a certainement dans le tas, statistiquement, mais probablement que statistiquement aussi, ce n'est pas le cas de la plupart d'entre vous, il n'y a pas de raison de se laisser accuser de quoi que ce soit. Il ne faut pas mettre son drapeau dans sa poche. Mais par contre, en effet, est-ce qu'on a le temps de le faire? Moi, je crois que malheureusement, il va falloir consacrer une partie du budget quasiment systématiquement, quand on le peut, pour avoir un community manager, pour répondre pied à pied, rationnellement, de façon détendue si possible. Ce n'est pas toujours facile de garder son sang-froid, mais c'est la meilleure stratégie. Ce n'est pas la peine de tomber dans la guerre des tranchées, surtout qu'en général, ils sont plus nombreux face à vous. Mais du moins, vous aurez calculé votre chute, si vous devez chuter. Il vaut mieux savoir en quel endroit on va chuter plutôt que de ne pas savoir du tout. Donc oui, anticipez notamment en période de crise. S'il y a une crise qui surgit, si vous n'avez pas préparé votre narration, ça sera trop tard. Parce que tout votre discours va apparaître comme du cynisme de communication. C'est-à-dire vous allez communiquer, on va dire oui, non, mais c'est de la fabulation. Alors que si votre narration aura été préparée de longue date, elle paraîtra tout simplement plus crédible. Gérald Bronner.